Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel épisode de notre série « Si c'est pour la culture, on a déjà donné », ce nouveau BADA qui me permet de recevoir Pascal Vandenberg. Pascal Vandenberg, bonjour. Bonjour. Vous êtes et vous avez été, je dirais, une sorte de drop-out, ça c'est le début de votre existence, et puis vous avez fait divers métiers, puis vous avez fait par hasard et à votre grande stupéfaction, le métier de libraire. Puis de libraire, vous êtes devenu éditeur et vous êtes aujourd'hui à la tête d'une maison extrêmement symbolique de la culture et de la littérature en Suisse, qui est la maison Payot. Oui. Dont il faut savoir que c'est à la fois une maison d'édition, je pense que les Français la connaissent assez bien comme ça, mais aussi un ensemble de librairies. Oh, c'est totalement dissocié, hein. Oui, mais enfin, c'est quand même... À l'origine. Mais depuis un siècle, les deux activités sont séparées, en fait. Et d'ailleurs, l'activité d'édition était ici bien davantage, si je puis dire, qu'elle l'était en Suisse. Alors, si vous voulez bien, revenons sur votre biographie, sur le fait que, bien que né en Bourgogne, enfin dans le nord de la Bourgogne, vous avez grandi dans la Franche-Comté. Oui, dans le Doubs. Dans le Doubs de Marcel Aimé, et de ces fantasmagories très inégalées, mais qui vous ont pas du tout touché à l'époque de votre enfance et de votre adolescence. Non, absolument pas, non. D'une manière générale, l'école, vous étiez dans une école catholique, mais c'est pas parce qu'elle était catholique qu'elle n'était pas très intéressante, c'est parce qu'elle n'était pas très intéressante. Je pense qu'il y avait un peu les deux, en fait. Ouais. Et je pense que si elle n'était pas intéressante, c'était peut-être aussi parce qu'elle était catholique. C'était aussi, je dirais, les profs qu'on avait, ils étaient là parce qu'ailleurs, ils n'étaient pas engagés pour enseigner dans le public. On avait quand même des professeurs qui n'étaient pas, je dirais, le top, quoi. Voilà. Alors, pour traverser la frontière et aller en Suisse, il vous a fallu beaucoup de temps et beaucoup de détours. Oui. Mais d'abord, vous êtes parti assez tôt de votre famille et de votre école médiocre. Oui, j'avais un sentiment d'asphyxie assez général, on va dire, que ce soit dans ma famille, que ce soit à l'endroit où j'habitais, que ce soit à l'école. Et puis c'est vrai que j'ai eu besoin de prendre l'air très tôt. Bon, ça fait ma première fugue, j'avais 12 ans, hein. Et puis voilà, et puis j'ai décidé de voler de mes propres ailes à partir de l'âge de 15 ans, avec un accord pour pas me retrouver en maison de redressement, parce qu'évidemment, on était mineurs. Oui, vous êtes de la génération qui était majeure à 21 ans. Non, c'était déjà c'est 18, juste mais entre 15 et 18, il se passe 3 ans quand même. Oui, bien sûr. Ouais. Donc j'avais passé une espèce d'accord de non-agression avec mon père, qui faisait qu'on a pu vivre comme ça. Je dirais, moi, j'étais plus là, mais il n'y avait pas d'embrouille. Et puis voilà, j'ai vécu ma vie assez tôt, tout seul, oui. Alors, plus là, ça veut dire loin. Oui, loin. Bon, mon premier port d'attache, je suis monté un peu plus au nord, et puis mon premier port d'attache, ça a été la ville de Metz, en Lorraine, qui a été pendant 10 ans à peu près un port d'attache, c'est-à-dire que j'y vivais, je partais ailleurs, j'ai vécu en Allemagne, j'ai fait des voyages au Brésil, mais à chaque fois, je revenais à Metz, et c'est d'ailleurs là que, quelques années plus tard, j'ai eu mon premier pied dans le monde de la librairie. Et quand vous avez eu votre premier pied dans le monde de la librairie à la FNAC de Metz, vous aviez un diplôme. J'avais passé un certificat, un CAP d'ajusteur mécanicien, ce qui évidemment est idéal pour faire de la librairie. Mais c'était le même que celui de votre père. Oui, avec mon grand-père aussi. Ouais. C'est drôle, hein, mais c'était un peu le hasard, et c'était lié à un projet de boulot que j'avais en Allemagne. Et puis finalement, je me suis retrouvé avec ce seul diplôme, effectivement. J'ai jamais mis les pieds au lycée, et j'ai pas fait le circuit habituel, on va dire. Mais donc, vous n'aviez pas de diplôme, vous n'aviez pas fait d'études, mais vous aviez rencontré les livres avant de devenir libraire. Oui, c'est ça, en fait. Bon, quand j'étais gamin, j'étais plutôt... j'étais pas un gros lecteur, j'étais pas dans une famille de gros lecteurs, il y avait pas beaucoup de livres à la maison, c'était pas du tout quelque chose qui se faisait. Mais quand donc j'ai quand même dû être scolarisé jusqu'à 16 ans, puisque c'est à cet âge tardif qu'on a le droit de quitter les bancs de l'école. Et donc, mais quand j'ai quitté l'école, je me suis dit que je pouvais pas
c'est pas pour autant que je devais rester idiot et inculte toute ma vie. Et c'est là que j'ai commencé à lire, effectivement, alors de manière de plus en plus boulimique, ce qui fait que 7 ans plus tard, quand je suis arrivé à la Fnac de Metz comme libraire débutant, j'avais emmagasiné quand même pas mal de choses, pas seulement en littérature d'ailleurs, aussi beaucoup en philosophie, en sociologie, en histoire, qui sont des domaines qui m'ont toujours intéressé. Donc je me suis fait mon bagage comme ça avant de commencer à travailler dans le livre, ce qui n'était pas du tout prévu d'ailleurs. Oui. Et comment lit-on quand on n'a pas ni les obligations, ni comment on peut dire, les aides ou les directions qui sont fournies par l'école? Comment est-ce qu'on choisit ses livres? Est-ce que vous vous souvenez vous êtes passé de livre en livre, vous Oui. disiez, est-ce que vous pourriez de mémoire reconstituer ce parcours-là? Ah, il y en a eu plusieurs qui ont été simultanés, mais je dirais oui, d'abord on lit beaucoup plus avec plaisir puisqu'on n'a pas d'obligation. Donc on peut vraiment passer d'un auteur à un autre ou d'un livre à un autre sans obligation ni de le terminer, ni de le lire, tout simplement. Donc je me suis intéressé beaucoup aux classiques, d'abord aussi, aux classiques français. J'ai adoré Balzac, par exemple, que j'ai trouvé le premier sociologue finalement de l'histoire. Et puis je me suis intéressé aux Russes. Puis après on tire et ça vient tout seul. Les Sud-Américains aussi, avec Borges, avec Cortázar, enfin ce genre d'auteurs. Et puis, je me suis aussi intéressé, et je m'intéressais toujours, je dirais, à la Deuxième Guerre mondiale, donc aussi à l'histoire, au phénomène totalitaire aussi du XXe siècle, était un sujet qui m'intéressait. Donc, je prenais comme ça. Alors évidemment, c'est une approche très autodidacte, donc il y a des trous à un moment donné qu'on va combler plus tard, mais en même temps, il y a énormément de plaisir, donc on emmagasine énormément plus que si on vous donne une liste bibliographique obligatoire. Alors, vous êtes resté combien de temps à la Fnac? 13 ans, je crois. 11 ans. 11 ans. 11 ans, oui. 11 ans, à diverses Fnac dont Oui, on va j'en ai parler. fait 5 en 11 ans, oui. Oui, vous avez fait un peu d'ailleurs, Oui. parcouru la France, on peut Oui. dire. Et en tout cas, au moins d'est en ouest, ça c'est sûr, et même au sud. Mais la première Fnac, celle de Metz, on vous confie le rayon de littérature contemporaine qui était pas absolument... Non, on me confie le rayon poche. À l'époque, Ah. les poches étaient encore séparées des grands formats. On avait des pochothèques. C'était même le début des pochothèques mais encore classées par collection. Enfin, c'est plus du tout comme ça aujourd'hui, 40 ans plus tard. Mais à l'époque, c'était la pochothèque. Ce qui était intéressant pour moi, puisque la pochothèque, elle accueille aussi bien les fonds, tous les classiques, que les auteurs plus récents. Et ça me donnait, je trouvais, une géographie finalement assez large de la littérature, puisque on va avoir un auteur d'aujourd'hui à côté d'un Flaubert, à côté d'un Apulé, enfin, et ça donnait une richesse, ça m'a aussi beaucoup construit, je dirais, sur le plan littéraire. Et donc, la littérature contemporaine comme spécialité, ça n'était pas à Metz? Non, c'était pas particulièrement D'accord. quelque chose qui m'intéressait, et d'ailleurs, même encore aujourd'hui, enfin, là, je lis pratiquement pas de littérature francophone contemporaine, enfin, que j'appellerais pas de la littérature, je dirais plutôt de la fiction contemporaine. J'en lis 3 ou 4 par an maximum. Je lis plus de littérature étrangère traduite. D'abord, il y a eu un filtre, déjà, clairement, pour que ce soit traduit. Et puis, c'est des cultures qui me parlent davantage. Je suis assez critique vis-à-vis de toutes ces successions de modes dans ce qu'on appelle la littérature francophone, très nombriliste, très quand je parle pas de mon père, je parle de ma mère, et qui raconte pas vraiment des histoires et qui finalement nous enseigne peu ou nous construit peu, je trouve. Alors je peux pas généraliser non plus, mais honnêtement, il y a très très peu d'auteurs contemporains qui m'intéressent aujourd'hui, mais c'est très personnel, bien sûr. J'ai recommandé l'autre jour à l'antenne un livre que j'ai lu avec beaucoup de plaisir, qui par chance rompt avec les reproches que vous faites, à mon avis, à juste titre, à la littérature francophone contemporaine. C'est Le Voyant des Tempes. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Non, je l'ai pas lu. Ah, si vous ne l'avez pas lu, je crois que vous y prendrez grand plaisir. D'accord. Parce que c'est précisément ce que la littérature romanesque a si bien fait jusqu'au dernier quart du siècle dernier, c'est-à-dire rendre l'époque, comme vous le disiez de Balzac. Enfin, c'était le Balzac, premier sociologue, mais plutôt ciel que les sociologues écrivissent comme Balzac aujourd'hui. Ouais. Mais c'était le cas. Pardon de cette parenthèse. Vous avez fait après Metz une autre Fnac, qui est la Fnac de Rennes. Oui, à l'ouverture. À l'époque, la Fnac était en train de se développer. Il y avait pas mal de
d'ouverture de magasins. Et puis, du coup, quand on était... Moi, j'étais libre comme l'air. Et c'était un moyen aussi d'évoluer assez rapidement. Donc, j'ai fait Metz, Rennes. Après, je suis reparti dans l'Est. Je suis allé à Colmar. Ensuite, j'ai ouvert la librairie. Et là, j'étais déjà responsable de librairie à Colmar. Et puis après, comme responsable, j'ai ouvert Rennes. Ça nous amène en 1990. Et puis ensuite, j'ai ouvert celle de Lille, puisque le magasin existait sans librairie pour des raisons historiques en 92. Donc à j'ai cause ouvert du la Furet librairie. du Nord, la grande. Oui, parce qu'il y avait un deal à l'époque avec le Furet du Nord qui était un peu ancien et qui n'avait plus de lieu d'être à ce moment-là. Et puis, mais là, quand je suis arrivé à Lille, je savais que c'était ma dernière étape à la Fnac. Je commençais à plus me sentir bien dans cette entreprise qui avait beaucoup changé en 10 ans et dans laquelle je me reconnaissais plus. Les raisons pour lesquelles vous vous sentiez pas bien sont intéressantes parce que je pense que d'abord ça éclairera un certain nombre de gens qui ont été ou qui sont encore clients de la Fnac, mais aussi sur l'évolution de l'ensemble de l'organisation économique et commerciale de cette époque. Vous parlez dans votre livre, parce qu'évidemment j'ai oublié de dire tout à l'heure que vous avez publié un livre qui s'appelle « La librairie est un sport de combat ». Vous avez d'ailleurs aussi écrit le funambule du livre. Toutes ces références seront sur le site. Mais vous dites dans votre livre que vous étiez très mal à l'aise avec l'absence d'autonomie croissante de chaque librairie et la centralisation des décisions. Oui, c'est-à-dire que quand moi je suis arrivé donc en 83, à l'époque il n'y avait pas l'internet, il n'y avait même pas de fax, il y avait des moyens de communication étaient incomparablement plus faibles qu'aujourd'hui. Mais surtout, il y avait, je dirais, une culture encore à la Fnac qui faisait que les responsables de librairie étaient des libraires chevronnés, qui venaient souvent de la librairie indépendante et qui avaient une autonomie totale. Il y avait des lignes directrices, mais qui étaient plutôt liées à un projet d'entreprise, on va dire, qui était encore présent, qui était encore dans l'esprit, fondé donc par Max Terret et André Hessel dans les années 50 et qui avait transmis comme ça une manière de faire du consumérisme intelligent. Et puis adapté au livre aussi. Et ça était en train, évidemment, après les rachats, les successions de direction, etc., c'était en train de disparaître et de devenir une entreprise pilotée depuis le siège, avec en plus des pilotes que je trouvais souvent pas vraiment au top. C'est-à-dire que parfois, on obtenait de meilleurs résultats dans ce qu'on voulait faire en étant autonome qu'avec des gens dans des bureaux à Paris, quoi. Et puis, il y avait eu tout un changement aussi Enfin, c'est une entreprise qui avait été à un moment donné un peu un modèle social aussi et qui était en train de devenir un anti-modèle. Et j'ai vécu des choses qui m'ont vraiment, qui m'ont vraiment fait dire que je pouvais plus moi me reconnaître dans cette entreprise. Je me rappelle à Lille, par exemple, une réunion budgétaire où le directeur régional dit au responsable disque, de toute façon, t'as que des vieux dans ton équipe, ils coûtent trop cher, vire-moi tout ça et prends-moi des jeunes, ça nous coûtera moins cher. Alors qu'ils avaient une équipe en classique, en jazz, ils avaient des gens formidables, mais ça correspondait plus. Fallait juste que ça sorte du jus, quoi. Et ça n'avait plus d'importance, finalement, la compétence, les qualités, les expériences de ces disquaires. La librairie était plus récente, mais les disquaires qui étaient là depuis 10 ans, 15 ans. Et ils étaient assez formidables. Et c'était plus le moment dans cette entreprise, d'avoir des gens aussi pointus, mais qui coûtaient quelques centaines de francs de plus par mois qu'un jeune, quoi. C'est-à-dire qu'en plus d'une sorte de fixation sur les coûts, est-ce que cette fixation sur les coûts se traduisait aussi par le choix des produits, comme on dit maintenant, que la direction de la Fnac voulait avoir dans ses rayons? C'est-à-dire, ma question, vous avez bien compris, c'est en fait, est-ce que la Fnac a anticipé les algorithmes d'Amazon et autres bienfaiteurs de l'humanité en décidant qu'on ne vendrait que ce qui se vendait? Or, on n'en était pas encore là. En tout cas, moi, c'est venu après. Mais c'est venu. Mais c'était quand même, ça a commencé à aller dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les ratios devenaient le Graal. Et la notion de qualité, la notion aussi de diversité commençait à s'atténuer, je dirais. Moi, je disposais d'une grande autonomie parce que j'ai une grande gueule et puis j'avais été formé quelque part n'ayant justement pas de formation, j'ai toujours dû être un petit peu meilleur que les autres pour pouvoir être reconnu. Je fais une parenthèse là-dessus. J'étais il y a quelques années à une conférence autour de l'égalité homme-femme dans les entreprises et
et la personne qui disait à juste titre que pour les femmes, c'est plus dur d'occuper des postes de direction parce qu'elles sont attendues au tournant, mais pour un autodidacte aussi. Et je vivais avec des gens pour lesquels les repères étaient plutôt: est-ce que tu as fait Polytechnique? Est-ce que tu as fait Sciences Po? Est-ce que tu as fait ceci? Moi, j'ai rien fait. J'ai fait un CAP, j'ai travaillé à l'usine, je travaillais sur des chantiers. Donc, j'étais plus attendu au tournant, ce qui m'a obligé à être meilleur et avoir des résultats meilleurs. Et du coup, j'étais un peu inattaquable. Et ce qui me permettait quand même de dire ça je veux pas. Mais l'étau se resserrait quand même au fil des années et je sentais qu'à un moment donné, il faudrait que j'arrête, que j'étais pas assez fort de toute façon pour lutter contre ça. Je l'ai cru un moment, mais c'était évidemment une chimère, c'était juste pas possible. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de partir. Oui. Et alors, vous êtes parti, je ne dirais pas de l'autre côté, mais enfin dans un pays voisin, vous êtes passé de la vente en librairie à l'édition. Oui, j'avais envie de voir un petit peu et de remonter le courant finalement et de voir un peu comment ça se passait. Alors là, j'étais plutôt dans la partie commerciale de l'édition. En tout cas, c'est-à-dire que vous étiez dans la partie commerciale parce qu'il s'agissait de redresser une maison, La Découverte. Qui non, ça c'était après. La première maison dans laquelle j'ai travaillé travaillé quand j'ai quitté la Fnac, ça a été les éditions Complexes, qui était donc une maison belge qui publiait beaucoup d'histoires de relations internationales, un petit peu de littérature classique, qui était une petite maison qui avait un bureau à Paris. On était deux, l'attaché de presse et moi, et puis ça a été ma première expérience là. C'est l'expérience dont vous parlez qui a été la dernière expérience parisienne, je dirais, les éditions La Découverte. Oui, je suis rentré à La Découverte en 98, au moment où la maison était au bord du gouffre et a été sauvée, je dirais, par un rachat de dernière minute par le groupe de la Cité à l'époque, et puis qui est devenu après Vup, enfin qui a eu tous ces soucis qui s'appellent aujourd'hui Editis, et où là j'ai pu effectivement apprendre beaucoup, et puis avoir une deuxième période aussi où j'ai pu co-diriger 2 collections de littérature avec Jean-Claude Zilberstein à l'époque, et donc remonter d'un cran encore, je dirais, en faisant aussi un peu de traduction de l'allemand, ce qui m'a permis aussi de remonter de nouveau une étape. Et puis après, j'ai écrit 2-3 livres pour aller jusqu'au bout. Alors, La Découverte, c'est une maison, comment dirais-je, très engagée, enfin très, très à gauche. Et vous avez réussi, vous et d'autres, j'imagine, mais vous êtes de ceux qui lui ont permis de rester ce qu'elle était, tout en retrouvant une santé commerciale et économique raisonnable. Comment ça s'est-il passé? Il y a toujours des hasards qui permettent La Découverte avait connu un succès historique qui était Tête de Turc de Günther Wallraff, donc dans les années 80. L'histoire du journaliste allemand qui s'était mis dans la peau d'un Turc travaillant dans les usines, je crois, à l'époque. Et puis moi, c'est vrai que finalement, il y a quand même des points communs entre la librairie et l'édition. Quand on tient une librairie, on a besoin de quelques best-sellers pour faire bouillir la marmite et puis pouvoir entretenir les fonds. Et finalement, pour une maison d'édition comme La Découverte, c'est la même chose. Sauf qu'il fallait 1 ou 2 ou 3 livres par an à 50 ou 60 000 exemplaires pour pouvoir faire surnager le reste qui avait des ventes très moyennes, avec, en plus, dans le domaine des sciences humaines et sociales, au fil des années, la classe moyenne a disparu, je dirais. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a eu quelques gros bests, mais les ventes moyennes avaient tendance à se réduire en quantité et ça devenait plus gérable, je dirais, sur le plan économique et financier. Alors après, on a eu aussi de la chance. Moi, je suis arrivé, il y avait une deuxième maison qui s'appelait Syros, et je suis arrivé donc à la rentrée 98, et il y avait un bouquin qui sortait, qui s'appelait Le harcèlement moral de Marie-France Irigoyen, 3000 exemplaires de tirage, on en a vendu 180 000. Ça a aidé. Et après, il a fallu aussi convaincre François Gesse, donc le patron de la maison, qui a des grands éditeurs de sciences humaines et sociales, qu'il n'y avait pas de honte à publier des livres qui se vendent, sans trahir son âme et sans trahir ce qu'on est. Donc on a eu la chance après d'avoir Daniel Mermet, que vous avez connu, oui. Mais aussi José Bové, et puis des auteurs comme ça, dont on n'avait pas à rougir, mais qui permettaient quand même de faire bouillir la marmite, en quelque sorte. Et donc, vous avez, dans l'édition, acquis une expérience dont vous pensez qu'elle vous a servi quand vous êtes revenu à la librairie, puisque vous êtes revenu à la librairie. Oui, bien sûr, puisque j'en connais quand même bien les mécanismes depuis la partie édition jusqu'à la partie diffusion-distribution, donc en amont. Et c'est vrai que il y a peu de passerelles aujourd'hui. Si vous prenez les patrons de maisons d'édition, ils n'ont pas été libraires.
Et si vous prenez les patrons des grandes chaînes de librairies, ils n'ont pas été éditeurs. Il y a vraiment... Alors, il y a des libraires qui deviennent représentants, mais enfin, c'est quand même, on joue pas dans la même catégorie. Mais tous les patrons de maisons d'édition que vous connaissez aujourd'hui, que ce soit au Seuil, que ce soit partout, ou chez Grasset ou ailleurs, ce sont des gens qui viennent de l'édition, pas des gens qui viennent de la librairie. Et l'inverse, c'est vrai. Il y a très très peu de passerelles. Je suis un des seuls à avoir connu les deux à ce niveau de responsabilité, je dirais. Ce qui me donne un avantage sur eux aussi, c'est qu'ils peuvent pas me raconter de salade. Et que je sais comment ça se passe, les mécanismes. Je sais ce que c'est qu'un contrat d'édition, je sais ce que c'est qu'un contrat de diffusion et de distribution. Ce que les libraires souvent ne savent pas, c'est ce qui se passe avant. Alors justement, dans ce qui se passe avant, il y a un personnage ou une société dont on n'a pas encore dit un mot, c'est le distributeur. Pour sortir la découverte de son marasme, vous avez aussi fait changer de distributeur. C'est pas qu'on a fait changer pour sortir du marasme, il avait été convenu quand le groupe de Havas a racheté la découverte qu'elle reste diffusée par une filiale de Gallimard. Et puis il y a eu l'année d'après une engueulade entre Antoine Gallimard et Alain Cook, qui était l'autre patron de l'autre maison. Et puis il a dit si c'est comme ça, on récupère aussi la diffusion et la distribution de la découverte chez Interforum. Et puis il a fallu en 6 mois organiser le transfert des stocks, mais aussi le transfert de compétences, former des équipes de représentants, etc., qui ont des portefeuilles larges. Une maison comme la Découverte n'a pas ses représentants. Elle est dans une équipe de diffusion avec d'autres éditeurs. C'était assez cocasse d'ailleurs, puisqu'on se retrouvait dans le même portefeuille qu'un éditeur comme Michel Lafon, qui était pas du tout dans la même tendance. Mais moi, je trouvais ça plutôt rigolo parce que finalement, pour aller chez les libraires, et moi, je me rappelle d'une fois où j'avais tourné avec les représentants en librairie, et on avait, nous, au programme, un livre qui était sur le même sujet qu'un livre chez Michel Lafon. Et en fonction du type de libraire, ils faisaient une pile avec la Découverte ou avec Michel Lafon, mais pas avec les deux. Voilà, parce que ils avaient une clientèle qui était plus intello de gauche pour la Découverte et plus grand public, je dirais, courant avec Michel Lafon. Donc la marque d'édition, finalement, le lecteur, il s'en fout un peu, mais pas le prescripteur. Parce que lui, il identifie que telle maison d'édition ou telle collection à l'intérieur représente quelque chose, une ligne éditoriale. Vous dites à Mélie Nothomb, elle a toujours été fidèle à Albin Michel. Si demain elle passe chez Lafon, elle vendra pas un bouquin de moins. Le lecteur, il s'en fout un peu de tout ça. En revanche, le libraire, le bibliothécaire, le journaliste, eux, ils savent que il y a telle teinte, telle couleur chez tel éditeur, ou telle qualité, on va dire aussi peut-être. Donc c'est plus au niveau des prescripteurs que la marque d'édition et de collection a du sens. Alors, ce distributeur a donc des représentants. C'est le diffuseur qui a des représentants. Pardon, le diffuseur a des représentants. Oui, parce qu'il faut distributeur et diffuseur. Oui. Faites-nous d'ailleurs la distinction. Le diffuseur, il commercialise, il a des représentants, il a des bons de commande, il tourne, il est censé commercialiser les livres. Le distributeur, lui, fait ce qu'on appelle le paquet ficelle et facture, quoi. C'est-à-dire, lui, il applique les commandes que lui transmettent le diffuseur ou que lui envoient les libraires, mais il est plutôt dans la partie logistique et facturation que dans la partie commerce. Même si c'est souvent la même entreprise, il y a vraiment les 2 étages entre la diffusion et la distribution. Oui, la distribution n'en est pas moins importante. Non. Pour autant. Parce que pour peu que la logistique soit un peu enrayée, on s'aperçoit très vite qu'un livre qui est parti pour la gloire se retrouve dans un niveau tout à fait moyen. Mais les représentants, combien ils ont de livres en moyenne à présenter aux libraires ? Alors, généralement, ils tournent dans le modèle français, ils tournent avec 2 mois de nouveautés dans leur sacoche et souvent, ils ont 200 ou 300 titres par mois parce qu'ils ont autant de maisons d'édition. Et puis après, ils ont aussi... à Paris, ça va. mais quand vous avez un secteur ce que j'appellerais le ventre mou, ça, c'est pas du tout péjoratif de ma part, mais si vous avez, par exemple, toute la région du Massif central, vous faites 200 bornes d'un libraire à l'autre. Donc, vous passez aussi beaucoup de temps en voiture et presque plus que chez les libraires. Mais ils ont, oui, souvent 200, 300 titres à présenter. Après, on peut aussi remettre en question ce modèle. C'est ce que j'essaie de faire aussi aujourd'hui, en disant que si le représentant arrive juste pour présenter des nouveautés, honnêtement, aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin d'un représentant pour ça ? Je crois pas. Il pourrait apporter une autre valeur ajoutée par sa connaissance, finalement, d'une zone de chalandise, de choses du fond. Nous, on a besoin
d'aide sur le fond dans nos librairies. En fait, un libraire, il sait ce qu'il vend, il sait ce qu'il vend pas, mais il sait pas ce qu'il vendrait s'il l'avait. Et par rapport à une offre qui est pléthorique, puisqu'il y a à peu près 700 000 livres disponibles, une soixantaine de milliers de nouveautés par an. Donc il y a un énorme tri à faire. Et pas uniquement sur la nouveauté, sur les fonds aussi. Il y a beaucoup de choses que les représentants n'ont pas changé de métier alors qu'ils auraient dû dans leur manière de travailler depuis une vingtaine d'années. Les outils permettraient aujourd'hui, pour la nouveauté, de se passer du représentant. Voilà. Donc, on est aussi en train de dire à certains, mais pourquoi on le fait de cette manière-là? On pourrait peut-être le faire autrement, avec des visites moins fréquentes, avec aussi des visioconférences, avec des informations qui nous arrivent. Finalement, si c'est pour qu'ils répètent ce qui est écrit sur un argumentaire, leur représentant, ça coûte cher à tout le monde et ça n'a pas forcément grand intérêt. Alors, ça a été donc votre dernière expérience dans l'édition. Et vous êtes revenu à la librairie. Ce que je vous propose, c'est qu'on marque une pause, un premier entretien, et puis qu'ensuite nous repartions à la librairie comme sport de combat, et puis aussi à un article que vous avez fait paraître dans Le Temps, si je ne me trompe, en septembre, oui. Où vous traitez la question du prix du livre d'une manière que les Français ne sont pas habitués à entendre. Donc, merci et à notre prochain rendez-vous.